Au tout début, on est obligé de partir avec toute sa valeur symbolique qu'elle porte. Et donc cette séance de buisson ardent, on peut la trouver partout, cette lumière. La lumière est un langage pour les astronomes et les cosmologistes qui est pratiquement le langage unique. Donc là, vous connaissez bien ce spectre. Il est volontairement réduit au spectre de la lumière visible. Mais cette planche est pour rappeler que tout ce qu'on connaît du ciel, enfin une grande partie de ce qu'on connaît du ciel, pratiquement 90 à 95%, provient du message qui est analysé de la lumière. Donc on développe des outils pour l'interpréter, pour l'analyser, pour se concentrer sur certaines zones de ce spectre, mais l'essentiel de l'information vient de la lumière qui nous provient des étoiles. Un élément important, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, c'est que quand on observe des étoiles, il y a sur ce spectre, vous voyez, des zones où il n'y a pas d'apparition de la longueur d'onde attendue. Donc là, elles sont appelées ABCD, etc. C'est des zones très précises du spectre de la lumière visible, où vous avez une rainure noire, une absence de lumière dans cette zone, dans cette longueur d'onde. Et en fait, c'est une absorption de la lumière par des éléments chimiques au niveau de l'étoile qui envoie cette lumière. Donc déjà, nous voyons que, en analysant scrupuleusement le spectre de la lumière d'une étoile, ça peut être celui d'une étoile, et une étoile autre donnera un spectre qui sera différent, par exemple, parce que la barre C ne sera pas au même endroit, et les scientifiques sauront interpréter que c'est donc éventuellement pas le même gaz ou le même composé qui absorbe la lumière. Et on en déduit progressivement donc une composition des étoiles ou leur état d'évolution dans leur vie. Je viens là moins préciser à quoi servent ces rainures que de donner un outil qui va servir plus tard pour comprendre ce qui se passe dans l'univers en termes d'expansion. On verra que l'univers est en expansion continue et que c'est notamment lié à ces rainures qu'on voit sur la lumière, sur le spectre de la lumière visible, que ça a été déduit. Donc il était important que je fasse quelques secondes là-dessus. La lumière donc nous enseigne les composés chimiques des étoiles. Elle nous enseigne aussi la vitesse qu'ont les étoiles par rapport à nous, par rapport à ces rainures qui pourront se déplacer sur ce spectre. Elle est aussi, vous savez que c'est une des constantes physiques qui est un peu indestructible en termes de valeur. Elle a une valeur finie et constante de quasiment 300 000 km/s. Et grâce à cela, si on écrit au point de vue équation ce qu'est la vitesse de la lumière, donc une vitesse c'est une distance sur un temps, donc à elle-même, cette vitesse va nous permettre d'apprécier à la fois les distances et le temps vis-à-vis de l'observation qu'on fait des étoiles. Alors je vais y revenir un peu plus précisément tout à l'heure, mais en gros, grâce à ce vecteur qui est la vitesse de la lumière, on va arriver aux notions d'immensité et d'âge de l'univers. Donc pour résumer ces trois planches, il faut retenir que la lumière est vraiment le messager principal de l'astronome, du cosmologiste, du poète, du peintre, et qu'elle nous enseigne énormément sur cet infini, à la fois dans le temps et dans l'espace de l'univers observable. Alors évidemment, la lumière est émise à 360 degrés dans des sphères énormes au niveau de chaque source. On le sait dans la vie quotidienne, on le sait au niveau de l'univers. Rien ne pourrait être fait sans qu'il y ait un réceptacle. Donc on a les télescopes, on a les radiotélescopes, on a beaucoup maintenant des télescopes qu'on envoie dans l'atmosphère, en orbite, justement pour éviter le côté filtre que peut faire l'atmosphère, qui peut fausser un peu l'interprétation des signaux lumineux que nous recevons. Mais in fine, c'est quand même, tout le plaisir revient à l'œil humain. Et j'aime à dire que c'est le dernier point de cette planche, qui n'est pas forcément exprimé aussi bien que j'aurais voulu le faire. C'est quand on y pense un petit peu, c'est un peu une petite question philosophique, mais quand vous mettez cet œil humain associé forcément aux neurones qu'il y a derrière, pour observer cet univers, ce qui est impressionnant, c'est que l'univers est parti d'éléments extrêmement simples, l'hélium, l'hydrogène, avec 2 électrons, donc des molécules extrêmement simples. Il a fallu des milliards d'années pour arriver à des composés extrêmement complexes. Il a fallu arriver à la vie, à l'agencement, à la complexité de la vie biologique.
Et finalement, cet œil humain qui est malgré tout composé d'atomes venant de l'univers lui-même, cet œil humain, avec l'intelligence qui l'accompagne, c'est quelque part un produit par l'univers qui sait se retourner sur son écrin finalement, qui sait se retourner vers le ciel et avoir conscience de ce ciel. C'est un petit peu un côté miroir. C'est comme si vous mettiez dans un laboratoire 3-4 composés et que tout d'un coup, vous reveniez 3 jours plus tard et vous avez une structure intelligente qui s'est conçue à l'intérieur et qui a compris dans quoi elle était. Dans mon panache de points un peu essentiels, donc l'immensité, l'âge, la lumière et le paradoxe d'Olbers est un paradoxe peut-être pas très connu, mais qui va nous suivre pendant toute la présentation. Alors peut-être que vous pouvez le déduire de ces vues que j'ai mis un peu en vis-à-vis. Vous avez la constellation d'Orion, qui est peut-être connue. Alors il y a peut-être des astronomes amateurs dans la salle, il faut que je me méfie. Constellation d'Orion qui est reconnaissable surtout en hiver, donc avec ce baudrier, ici le baudrier d'Orion, surtout ces 3 étoiles parfaitement alignées, qu'on voit très bien vers 9h du soir en hiver sur l'horizon sud. Ça c'est vu avec un gros télescope, et ça avec des télescopes professionnels. Donc on voit tout de suite quel est le niveau d'accession à la lumière qu'on obtient avec une optique qui évolue avec des grossissements de plus en plus forts. Et quand on fait des analyses avec des télescopes qui sont au Chili, le télescope de la CIA, qui est l'un des plus gros au monde, donc on est là aussi concentré sur l'une des zones, je ne saurais même plus vous dire exactement laquelle, on voit qu'il y a un fourmillement d'étoiles qui est impressionnant. L'analogie avec une forêt qui a été abîmée, et une forêt où il y a des arbres à perte de vue. Alors le paradoxe d'Olbers, en fait, vient du fait que ces arbres, ils sont tellement nombreux que vous ne pouvez plus voir l'horizon. Il n'y en aurait que 5-6, vous auriez une capacité à voir ce qu'il y a derrière les arbres. Olbers s'est posé la question, ils avaient déjà la notion à l'époque, c'était fin 19e, que plus on grossissait, plus on découvrait étoile après étoile. Elles sont toutes sources de lumière, cette lumière finit toujours par arriver sur Terre. Comment se fait-il, dans ces conditions, où qu'on regarde, il y a un tel fourmillement d'étoiles, regardez le fourmillement d'arbres qu'il y a dans une forêt, comment se fait-il que la nuit soit noire? Avec autant de potentiel de luminosité partout, où qu'on regarde dans le ciel, hémisphère sud, hémisphère nord, comment cela se fait-il que le ciel soit noir? Ce qui est étonnant, c'est qu'une des premières réponses poétiques a été apportée par Edgar Poe. Dans un de ses écrits, c'est un homme assez intrigant. Donc je remets exactement une citation qu'il avait, enfin un texte qu'il avait écrit à l'époque. Donc vous voyez, il dit beaucoup mieux que je ne le dis, que finalement la succession des étoiles, comme on la considère illimitée, avec la connaissance qu'ils avaient à l'époque, comme on pense voir une étoile à tous les points où on regarde dans toutes les directions, comment se fait-il que la nuit soit noire? Donc il se posait la question, et il sous-tendait déjà peut-être une réponse qui était, mais l'univers est-il infini? Finalement ma forêt, il y a autant d'arbres que je ne vois plus l'horizon, mais ma forêt ne serait pas si grande, je finirais par voir qu'à un moment donné ou à un autre, il n'y a plus un arbre sur un certain angle où je regarderais. Donc une des possibilités était à l'époque de se dire l'univers n'était pas infini. Il n'est peut-être pas si grand que ça. L'autre réponse, elle revient à la lumière, c'est que la lumière ayant une vitesse finie, il est possible que des astres aient émis de la lumière qui ne soit pas encore arrivée, ou qui soit mort, mais la lumière arrive toujours. Donc ça on va le voir au fur et à mesure de la présentation, mais c'est bien de garder cette réflexion en tête, parce qu'elle va revenir de manière un peu indirecte dans les discussions qu'on va avoir. On sait que les 300 000 km/s, c'est défini depuis la relativité générale et restreinte. C'est une vitesse qui est physiquement non dépassable. C'est la plus grande vitesse à laquelle un élément puisse circuler dans l'univers. Ce temps de voyage que met la lumière, qu'on ne perçoit pas évidemment au quotidien, l'ampoule ici, qui est à 10 mètres de moi, m'envoie cette lumière à 300 000 km/s. Donc elle ne me l'envoie pas de manière directe. Mais il est impossible de dire le temps qu'il y a eu, si court est-il, il est impossible de dire exactement le temps qu'a mis cette lumière pour m'arriver. Il est extrêmement court, puisqu'elle fait 300 000 km/s. Mais dans la vie de tous les jours, vous avez effectivement ce retard entre la source lumineuse
et le fait de recevoir cette lumière dans votre œil. Donc pour aller crescendo et redonner un peu en perspective ces distances, la lumière vient, par exemple, quand elle frappe le sol lunaire, donc elle vient du Soleil, elle se réfléchit sur la Lune et arrive donc sur la Terre, la Lune étant vers les 340 000, 350 000 km, elle arrive à peu près en une seconde. Donc c'est notre voisinage. Le Soleil, c'est 8 minutes. Donc un photon émis par le Soleil, mais 8 minutes à traverser en ligne droite le ciel, le système solaire, avant d'arriver dans votre œil, au niveau de votre rétine. 8 minutes, ça paraît rien quand on regarde le disque solaire, mais j'aime à dire que quand on regarde une éclipse totale, je ne sais pas si certains ont eu la joie de voir une éclipse totale, où la Lune est parfaitement calée sur le disque solaire, sur le disque solaire, c'est bien dans ce sens-là, vous avez pendant 2-3 minutes une obscurité qui s'installe et le Soleil qui est complètement couvert. Là, rien que ça, c'est impressionnant parce qu'une éclipse dure 3-4 minutes. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez cet alignement parfait, en réalité, il ne l'est plus. Puisque la lumière met 8 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 8 minutes, le Soleil n'est déjà plus exactement là où il était quand vous pensiez regarder 8 minutes avant. Donc une éclipse qui dure 3-4 minutes, quand vous voyez cet alignement, c'est la Lune qui vient occulter des rayons venant du Soleil partis il y a 8 minutes, qui fait qu'il y a parfaitement coïncidence entre ces deux disques, mais dans la réalité, le Soleil et la Lune ne sont déjà plus alignés. On a déjà cette perception du décalage avec le temps. Et alors, dans le système solaire, on reçoit tout de suite déjà cette notion de décalage dans le temps, puisque une des dernières planètes, Neptune, c'est déjà 4 heures. 4 heures de trajet. Sans compter qu'il faut que la lumière parte du Soleil, frappe la surface de la planète Neptune, pour revenir ensuite sur la Terre. Donc quand un observateur observe Neptune, il la voit avec une lumière donc, qui est partie du sol de Neptune 4 heures auparavant. Et enfin, et c'est là qu'on voit que la photo, enfin la vue qu'on a du ciel étoilé est périmée, c'est que l'étoile la plus proche, Alpha Centauri, Alpha du Centaure, l'étoile la plus brillante de la constellation du Centaure, c'est celle qui est la plus proche, physiquement parlant. Elle est à 4 ans, à 4 années-lumière. La lumière qui part maintenant d'Alpha du Centaure, donc arrivera en 2022 sur Terre. Et c'est la plus proche. Toutes les autres étoiles sont plus éloignées que celle-là. Donc vous savez déjà que où vous regardiez dans le ciel, il est au moins périmé de 4 ans. Il est devenu très pratique d'utiliser cette année-lumière, qui est la distance que parcourt la lumière pendant une année, pour calibrer finalement les distances. En kilomètres, c'était impossible. Vous voyez le nombre des zéros qui est en bas. Donc on s'est dit, on va parler en années-lumière, ce qui est déjà conséquent. Si on s'imagine à la place du photon, donc c'est quand même un énergumène qui est extrêmement rapide, le plus rapide de tous, il fait 300 000 km à la seconde. Alors pour se donner une notion, parce que souvent on en parle dans les astronomies, on en parle dans les cours, on en parle dans... Mais c'est souvent très appréciable de pouvoir se remettre exactement dans ce qui se passe. 300 000 km, c'est grosso modo 7 fois le tour de l'équateur. Donc vous prenez un pays de l'équateur, vous partez vers l'est, et vous attendez de revenir par l'ouest de ce point, il vous faut faire 40 000 km. 42 000 km, je crois, à peu près, la circonférence. Donc 300 000 km, grosso modo, on va sur 7 fois le tour de la Terre. Donc le point de lumière, quand il fait un trajet en 1 seconde, il fait l'équivalent de 7 fois le tour de la Terre. Donc juste 300 000 km, donc c'est 7 fois le tour de la Terre, c'est ce que fait un grain de lumière en 1 seconde. Donc maintenant, vous imaginez que ce grain de lumière qui part à minuit, sans s'arrêter, puisqu'il n'y a rien qui l'arrête a priori, continue avec cette vitesse de 7 fois le tour de la Terre par seconde, en une journée, donc en 24 heures, il a fait 25 milliards de kilomètres. En un mois, je vous laisse et en un an, vous voyez la distance. Mais en un an, il faut s'imaginer, rappelez-vous de 7 fois le tour de la Terre par seconde, imaginez que quand vous faites la cuisine, quand vous dormez, quand vous travaillez, vous êtes en voiture, du 1er janvier au 31 décembre, lui, il cascade, continue. Ça, c'est une année-lumière, et ça représente donc
10 000 milliards de kilomètres. Une année-lumière, 300 000 km/s, fait toutes les secondes, pendant une année durant, sans sommeil, sans s'arrêter. Le photon, il y va tout chousse, comme disent les jeunes. 10 000 milliards de kilomètres, et ça n'est qu'une année-lumière. Et je vous ai dit, planche précédente, que l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière. Donc le photon, sans s'arrêter, il fait 7 fois le tour de la Terre par seconde, donc 300 000 km, toutes les secondes de l'année, pendant 4 ans, pour faire arriver cette information de lumière de l'étoile jusqu'à nous. Donc ça c'est pour l'illustrer. Donc j'ai pris un étalon en bas 6000 années-lumière. Vous avez l'étoile qu'on observe qui est à droite, qui est un astre appelé lointain, qui est jaune, qui envoie sa lumière. Vous voyez que sur la Terre, les flèches ne sont pas encore arrivées. Donc bon, c'est une étoile, disons, relativement jeune. Bon, j'ai pas de notion d'âge, etc. C'est juste pour vous montrer le décalage qui peut y avoir entre la source et le récepteur. Au bout de, on va dire, 3000 ans, si je calcule bien, cette lumière jaune, qui était les premières lumières émises par cette étoile, sont à mi-course, à peu près à mi-chemin entre l'étoile et la Terre. Bon, on est à 3000 et quelques années. L'étoile, on ne sait pas ce qu'elle a, on verra peut-être plus tard. Elle commence à être un petit peu sur sa fin. Enfin, j'ai volontairement accéléré la vitesse des étoiles. L'étoile change de couleur. On n'a pas encore l'information du jaune qui est arrivé sur Terre, qu'elle change déjà de couleur. Donc le rouge va être émis, mais nous, on ne voit pas encore arriver le jaune, avec tout ce décalage. Le jaune commence à nous arriver. Donc là, les astronomes disent « Une étoile est apparue, une étoile vient de naître », alors que vous avez vu que ça fait 6000 ans qu'elle naît. Donc, et qu'elle est en train de vieillir. Et qu'elle est déjà en train de vieillir, merci d'avoir rajouté. Donc il faut être pressé quand même d'observer tous les soirs ce qui se passe à ce rythme. Mais c'est pour vous dire là encore qu'on ne fait qu'observer du passé. Signe avec les distances, mais il y a les tailles aussi. Donc on reconnaît la belle bleue donc, sur la gauche, sur la droite. Vous diriez Mars. Non. Alors Mars se reconnaît par sa calotte polaire. Jupiter. Alors c'est la petite rouge. Voilà. Donc dans l'ordre, vous avez la Terre, vous avez Vénus, qui est la deuxième plus proche du Soleil, Mars en bas à gauche, Mercure la plus proche du Soleil, et la Lune tout en bas à droite. Alors vous photographiez bien ça, on va toutes les prendre et on les met en bas de la planche. Les voici. Vous suivez la Terre. Jupiter, donc à gauche, très reconnaissable. Saturne, pour le besoin de la vue, on a retiré les anneaux, ça ne tiendrait pas sinon. Et Neptune et Uranus. Et donc vous avez toujours la petite Lune, tout en bas, toute petite, un quart de la Terre. Et donc vous gardez tout ça. Donc on prend cette planche, pareil, on la met tout en bas comparée au Soleil. Donc Jupiter, qui était quand même 10 fois plus gros que la Terre, ben, voilà. La Lune, elle est perdue. Et la Lune est perdue. Donc vous voyez le Soleil en diamètre, on peut mettre 100 terres côte-côte pour faire le diamètre du Soleil. Vous pouvez aligner 100 globes terrestres en collier sur ce diamètre. Donc elle est ici la Terre, donc vous voyez qu'en diamètre, donc un rapport 100 et un rapport 10 avec Jupiter. Alors j'ai rajouté par rapport aux planches d'il y a quelques années, j'ai rajouté des vues de Jupiter, parce qu'elles sont saisissantes. Peut-être qu'elles font écho à Van Gogh, j'en sais rien. Je vous laisse apprécier. Jupiter, vous voyez, est très mouvementé en termes de couverture nuageuse. Très mouvementé dans tous les sens du terme. C'est très beau en couleur, c'est très beau en motif, c'est très animé. Jupiter tourne sur lui-même en 10 heures. Il y a beaucoup d'électrostatique, de phénomènes météorologiques violents. Les orages sont monnaie courante. Et nous avons une sonde qui est actuellement en train de faire des observations très précises de Jupiter et qui sont superbes. Donc là, c'est la vision classique que nous avons. Même les sondes Voyager dans les années 80 avaient fait des très belles vues de Jupiter, mais pas autant que ce que vient de nous faire la sonde qui s'appelle Juno, qui sont des vues très récentes, qui ont forcément été un peu renforcées en contraste, parce qu'elles sont étudiées après pour étudier les gaz, les mouvements de circonvolution, de convection. Donc je vous les présente en primeur. Enfin, en primeur, vous les retrouverez, mais voilà. Donc c'est Jupiter, donc c'est cette planète-là, celle-ci. Et les vues que je vous présente, c'est vu par le pôle sud. Donc la photo brute, en haut à gauche, qui a commencé à avoir un retraitement
pour pouvoir faire une analyse des éléments chimiques et des convections qu'il y a au niveau de ces couches gazeuses. Et on va de plus en plus beau. Donc elles sont toutes récentes, elles ont quelques semaines. Ici, vous avez plutôt une vue qui est côté pôle Nord. On voit que les couches sont beaucoup plus... Dans ces couches-là, je ne saurais plus vous dire exactement qu'est-ce qui explique que les composés chimiques virent plus vers une réflexion bleue ici, alors qu'on a des couleurs plus chaudes sur la droite, pôle Sud. Et là, c'est une vue qui est prise dans le prolongement du pôle, une vue du pôle. Donc c'est très impressionnant quand vous zoomez dessus. Moi, j'ai fait l'exercice même de ne prendre que la partie bleue. Entre ça et reprendre un ciel de Van Gogh, par exemple, vous avez pratiquement votre... C'est étonnant. C'est étonnant parce que ça nous est offert, c'est la nature dans toute sa... Enfin, voilà. Donc voilà, ça, j'ai rajouté ces planches parce qu'elles sont vraiment... bon, et puis, alors, vous regarderez sur Internet, sur le site de la NASA, ils en mettent plein en ce moment. Ils offrent même les photos au grand public pour que le grand public puisse les retravailler un peu à leur guise, parce qu'il y a multitude d'interprétations possibles. Et il y a des zooms, notamment dans des zones extrêmement mouvementées là-bas, qui sont vraiment très très épatants. Là, je vous ai remis un peu tout ce qu'on vient de dire, avec le rapport donc, des échelles à gauche entre les planètes et le disque solaire. Et ce que je vous disais tout à l'heure, donc une éclipse totale. Ce qui est étonnant de l'éclipse de Lune, l'éclipse de Soleil, pardon, c'est que quand même le Soleil est à 149 millions de kilomètres. Il a un diamètre qui lui est donné. La Lune, elle fait un quart du diamètre de la Terre. Elle est à 300 000 km/s. Et la taille et l'éloignement respectif de ces deux objets, comme par hasard, font qu'ils se collent parfaitement. La Lune aurait été beaucoup plus grosse, jamais vous ne verriez le phénomène qui va apparaître ici, qu'on appelle la couronne solaire, qui va apparaître, voilà, qui apparaît en ce moment, c'est au moment où la Lune masque le plus possible le disque principal du Soleil. Et elle va apparaître, vous allez voir un peu les protubérances, oui, qui vont apparaître au moment où il y a l'alignement parfait. Ça n'existerait pas si la Lune avait été un tant soit peu plus proche, parce qu'elle aurait été plus grosse, et elle aurait tout couvert. Et inversement, elle aurait été un peu plus loin, quelques dizaines de milliers de kilomètres plus loin, le Soleil serait resté trop lumineux, et on n'aurait pas eu ce phénomène d'éclipse totale. Ça, vous connaissez bien le Soleil, donc je ne m'étends pas, donc juste la taille de la Terre par rapport à ce qu'on appelle les protubérances, qui sont des mouvements assez violents, dont on se méfie dans le spatial, même au niveau des satellites, parce que ça apporte une charge de particules. Même dans l'aviation, je pense que c'est suivi. Donc c'est des matériaux qui peuvent perturber toutes les télécommunications, même par satellite. Donc la taille de la Terre, vous voyez par rapport, ça donne un rapport des échelles. Et à droite, c'est pour vous montrer que ces cycles, on va dire, de particulière animation du Soleil reviennent régulièrement, c'est pas encore expliqué, tous les 11 ans à peu près. Ça se voit notamment quand on étudie les stries quand vous venez de couper un arbre, on revoit ces cycles de 11 ans. Sur la croissance des arbres, ça se voit aussi. Donc là, c'est une vision du satellite SOHO qui donne une animation très accélérée. Le Soleil tourne en 22 jours, je crois, sur lui-même à peu près. Donc voilà, c'était sur plusieurs jours. Alors, nous nous éloignons un peu plus. Et dans notre espace proche, donc vous avez vu que Proxima du Centaure est à 4 années-lumière. C'est ce que je mets au début, le voisinage entre guillemets du Soleil. Les étoiles sont en moyenne donc à 50 000 milliards de kilomètres. Et puis ces étoiles, avec plusieurs autres, on finit par voir qu'il y a une agglomération précise, locale, qui prend la forme donc, que vous connaissez bien, assez spiralée, qui est donc la notion de galaxie, qui est donc une structure qui regroupe des étoiles en forme spiralée. Mais là encore, c'est pour donner une notion des tailles. Donc elles sont représentées, je crois, est-ce que je les ai données? Je les ai données juste en chiffres, j'aurais pu les rajouter sur la légende. Vous avez 100 000 années de lumière de diamètre, c'est-à-dire cette étoile qui fait partie de la même galaxie, le Soleil par exemple, qui fait partie de la même galaxie que cette étoile, la lumière qui part du Soleil actuellement mettra 100 000 ans pour arriver ici. Et on verra que la galaxie c'est comme une cellule dans le corps humain. C'est une partie de l'univers, mais il y a des structures encore plus grandes. Et vous avez 2000 années-lumière d'épaisseur. Donc 100 000 ici et 2000 pour aller, disons, du pôle sud au pôle nord. 2000 années-lumière d'épaisseur. Il faut 2000 ans
Autrement dit, si on prenait l'époque de Jésus-Christ, si donc la résurrection a eu lieu là, la lumière, pour arriver à l'autre bout, arriverait maintenant, en haut des galaxies. Oui, c'est un phénomène, j'en parle de temps en temps, c'est une approche un peu personnelle. C'est que la lumière que nous émettons met ce temps à arriver à autant de distance que l'on souhaite définir à l'autre bout de l'univers. C'est-à-dire qu'une étoile qui est à 2000 ans, 2000 années-lumière, met 2000 ans, sa lumière met 2000 ans à nous arriver, mais inversement, ce que nous renvoyons comme Neptune, comme Jupiter, comme la Lune, la lumière que nous renvoyons met 2000 ans à atteindre une étoile qui est à 2000 années-lumière. Donc des phénomènes qui sont arrivés sur Terre il y a 2000 ans, qui sont observés avec un télescope à 2000 années-lumière d'ici, ces gens-là voient actuellement ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur Terre. C'est l'effet miroir. Oui, oui. Mais il faut vraiment un très très bon télescope parce que c'est. Mais pour dire un phénomène qui a dû être par exemple visible, tristement visible, mais par exemple les bombes atomiques de 1940 qui ont eu marqué ou des volcans, des phénomènes vraiment forts, ils sont évidemment visibles comme nous on sait voir des phénomènes dans l'atmosphère de certaines planètes. On peut très bien imaginer qu'un astronome ou une intelligence qui ait cette capacité d'observer, qui soit pile à 2000 années d'ici, verrait la Terre telle qu'elle était il y a 2000 ans. Donc verrait des phénomènes, verrait ce qui se passait il y a 2000 ans sur notre planète. C'est intéressant de savoir que nos images, de nos différentes années, se galopent actuellement dans l'univers, en attendant qu'un télescope les observe. Mais il y a quelque chose d'assez, oui, presque sidérant de se dire que voilà, notre histoire, par la lumière qu'elle renvoie dans l'univers, est inscrite, exactement, voyage. Comme il y a des lumières d'étoiles voyagent vers nous, quand on recherche des exoplanètes, des planètes lointaines, si vraiment on arrivait à des moyens qui commencent à observer des planètes, la réciproque est vraie. Et c'est presque angoissant de se dire que nous ne sommes plus propriétaires de ces images, mais des gens qu'on ne peut pas voir. Bon, ça c'est une vision, c'est une modélisation. Donc je passe un peu ce que serait une galaxie. C'est pas la vision un peu schématique qu'on a. C'est quand même très très nébuleux, avec un cœur beaucoup plus fort, puisque c'est au cœur que sont créées les étoiles. Et donc, quand vous regardez notre propre galaxie par la tranche, c'est ce qu'on appelle la Voie lactée. Vous aviez peut-être cette définition. On rentre particulièrement dans les mois où on la voit très bien. Vous regarderez par des nuits vraiment bien profondes, sans pleine lune, en Auvergne ou dans des endroits vraiment bien isolés. Je ne choisis pas l'Auvergne par hasard, hein, mais bon. Et vous regarderez qu'on voit vraiment bien précisément une bande plus laiteuse qui traverse du sud au nord, en passant quasiment par le zénith. C'est notre propre galaxie vue par la tranche. Comme on est un composé de cette galaxie, un composant, on la voit par la tranche. Et là aussi, vous pouvez vous rappeler ces 100 000 années-lumière. En gros, vous pouvez vous dire qu'une étoile qui est ici, vous voyez la lumière d'une étoile qui est ici en même temps, parce que vous êtes un peu à la portée, vous avez cette perspective, mais entre elles, la lumière pour aller de cette étoile à celle-là, c'est 100 000 années. Et bon, alors ça c'est une petite analogie, mais je vous dis, comme d'habitude, je le fais en plus long. Cette présentation, je vais essayer d'aller un peu dans les... C'est juste pour vous donner une échelle, alors on va aller assez vite. La Terre, si on imagine que c'est un objet qui est à... comment est-ce que je l'ai fait? Approximateur... 1 millimètre. Voilà, Brest. Voilà, on va se mettre à Brest, excusez-moi. Voilà, vous imaginez que la Terre, c'est une petite sphère d'1 millimètre sur, on va dire, la place de la République à Brest. Je pense qu'il y a une place de la République. Vous mettez une petite sphère d'1 millimètre, c'est la Terre, à Brest. Vous voyez que la Lune est à 3 cm de cette sphère, le Soleil à 11 cm, ça reste tout à fait... Bon, tout ça, ça tient dans un histoire de poche. La distance Terre-Soleil, 11 mètres. Donc il faudra quand même mettre ce Soleil donc à 11 mètres de cette petite sphère. On est toujours à Brest, sur la place publique. En revanche, l'étoile la plus proche, elle est à Moscou. L'équivalent. Donc vous faites cette petite Terre sur une place à Brest. Pour aller chercher l'étoile la plus proche, il faut la mettre à Moscou. Donc là, je passe un peu plus vite. On passe après, une fois qu'on a la galaxie, quand on prend du recul, on s'aperçoit qu'on va avoir une deuxième galaxie, une troisième galaxie, puis une quatrième.
chacune avec des milliards d'étoiles, chacune avec en gros 100 000 années-lumière de diamètre, et on s'aperçoit qu'elles sont finalement agglomérées les unes par rapport aux autres dans des zones de l'univers préférentielles. Donc il va y avoir une zone où vous allez avoir pas mal de galaxies, et puis des années et des années-lumière sans rien. Puis tout d'un coup, vous allez rentrer dans une zone où il y aura une plus grande concentration de galaxies. Donc là, c'est le groupe local de galaxies, donc c'est nos galaxies qui sont à côté de nous. On en a une qui est bien connue, qui est la galaxie d'Andromède, qui est dans le ciel près de la constellation de Pégase, qui se voit un peu à l'œil nu. Si on regarde, alors il faut savoir que quand on regarde le ciel, parfois des objets très lumineux ici, mais qui sont diffus à l'œil nu, c'est en tournant autour du pot, c'est-à-dire en observant autour de la zone où est censée être cette galaxie, qu'elle apparaît en fait dans l'œil. C'est un phénomène assez étonnant, mais en regardant, on sent qu'il y a une forme de nuage, il y a comme une lentille, un peu, une forme un peu lenticulaire, un peu nuageuse, vaporeuse, et c'est cette galaxie d'Andromède. Vous voyez par rapport au diamètre de la Lune, vous mettriez la pleine Lune à côté, c'est quand même un astre qui prend de la place dans le ciel, malgré tout. C'est pour ça qu'à l'œil nu, on peut le deviner. C'est une galaxie qui est dans notre voisinage, toute proportion gardée. Les superamas, donc, c'est quand vous vous retrouvez avec encore plus de recul et que vous observez que finalement les galaxies se retrouvent dans des zones où elles sont plus ou moins les unes par rapport aux autres, voisines les unes des autres. Et entre ces superamas, vous avez des zones immenses où pendant 35 millions d'années-lumière, vous n'avez aucune galaxie. Donc, prenez un amas de galaxies, avec des dizaines et des dizaines de galaxies, vous en sortez, vous n'en avez plus que 2-3 sur la route, en périphérie, et là, vous commencez à traverser vos années-lumière, pendant 35 millions d'années, votre photon va partir de cet amas sans rencontrer le moindre amas de galaxies, la moindre étoile, il va falloir qu'il attende tout ce temps-là avant de rejoindre à nouveau, on va dire, une présence d'étoiles et d'amas de galaxies. Donc je passe les zéros là, les superamas, donc on est à combien? 35 milliards. Bon, ouais. 35 milliards de galaxies, comprenant chacune. Ouais. Donc le nombre d'étoiles. Après, c'est vrai que ceux qui nous disent, mais avec autant d'étoiles, il doit bien y en avoir une qui a une autre planète, on comprend qu'ils puissent, avec les probabilités, y croire. Mais bon. Ça, c'est une structure à grande échelle de ce que je viens de vous évoquer. Donc c'est une simulation qui a été faite par des modèles mathématiques qui montrent ce que pourrait être vraiment, si on prenait beaucoup de recul, cette représentation donc, en forme de filament et en forme de concentration à des endroits plus particuliers de l'univers, de superamas. Ça veut représenter la façon dont sont agglomérées finalement les étoiles dans l'univers. Donc vous voyez, ce qui est frappant, c'est que pour ceux qui auraient des affinités avec la biologie, je reviens sur les questions de taille, parce que c'est vraiment comment il faut garder ça un peu à l'œil. Vous vous souvenez, il y a vu tout à l'heure avec le diamètre, enfin le limbe solaire, et nous avons la planète Terre ici. Donc vous gardez bien ça à l'œil, puisque le Soleil, il est là. Donc la Terre, c'est pas la peine de la représenter. Sirius, qui est l'étoile la plus brillante de l'hémisphère nord, je crois même du ciel étoilé. Capella et Arcturus, qui est une étoile, je ne sais plus si elle est dans le Bouvier, enfin dans le Bouvier, je crois. Arcturus, donc une super géante rouge. Vous voyez, le Soleil, c'est 100 fois la Terre. Donc là, on est vraiment, c'est grisant de voir des astres de cette taille, déjà par rapport à notre globe. Mais bon, Arcturus est là. Et là, je ne sais plus, même avec la pointe d'un compas, faire la Terre. Arcturus avec Antares, très bien visible. Alors là, je vous conseille de la voir. Sa couleur rouge est très perceptible à l'horizon sud, juillet et août. Vous ne pouvez pas la louper à peu près à cette hauteur, au-dessus d'un toit de maison à peu près. Et vous verrez, on voit très bien sa couleur rouge. Antares faisait concurrence à Arès, dieu de la guerre, le sang, etc. Donc cette étoile est très intéressante à voir. C'est une super géante, on voit bien, ne serait-ce que par rapport à Arcturus. C'est des étoiles en fin de vie, qui sont en agonie, entre guillemets.
Et encore plus gros, Bételgeuse, qui est dans la constellation d'Orion, la première qu'on avait vue avec les arbres. La constellation d'Orion, Bételgeuse, alors elle, je pense que la plupart des cosmologistes la regardent tous les jours, parce qu'on s'attend à ce que d'une année à l'autre, là encore, toute proportion gardée, elle explose. Et là, donc avec les optiques qu'on a, on arrive maintenant, alors qu'une étoile normalement est très longtemps restée qu'un point dans un télescope, on commence à sentir le côté disque dans les optiques que nous avons maintenant. Donc vous avez à peu près cet aspect nébuleux de Bételgeuse vu par les meilleures optiques que nous ayons actuellement. Donc géométriquement, si on regarde exactement, c'est la taille de l'étoile, et vous avez l'orbite de la Terre. L'orbite du point où on est en été jusqu'au point où on est en hiver, l'orbite de la Terre, c'est cette taille-là, ce diamètre-là. Donc on pourrait orbiter dans l'étoile. Voilà. Et 12 mois de l'année, on pourrait passer dans l'étoile sans être vu de l'extérieur. Alors, ces limites avec ce que nous pouvons observer, donc là je ne rentrerai pas dans toutes les théories cosmologistes et autres, mais vous savez que la valeur actuelle qui ne bouge plus depuis quelques dizaines d'années maintenant, on est à 14 milliards d'années, donc c'est vraiment l'horizon. Au-delà de ça, on ne voit plus, on n'a plus de perception. Alors est-ce que c'est sur nos capacités ou est-ce que c'est vraiment ça qui est observable physiquement? Les étoiles les plus lointaines, les corps les plus lointains sont à 14 milliards d'années-lumière. Il faut s'arrêter sur le photon encore. Photon, 300 000 km/s, qui ne s'arrête pas toute l'année durant. Il fait ça pendant 13 milliards d'années. Et ça vous donne la distance des corps les plus lointains du système. C'est inimaginable. Mais voilà, 13 milliards d'années, donc c'est au-delà de l'âge du système solaire. Et ça donne donc, voilà, pendant un photon qui fait ces 300 000 km/s, pendant ces 13 milliards d'années, ça vous donne la distance vraiment de la partie qu'on connaît de l'univers. Donc les objets qu'on observe, et notamment quand vous sortez le soir et que vous regardez les étoiles, sont définitivement dans le passé, entre 4 ans et 13 milliards d'années. Alors on arrive à un point pivot de la présentation, parce que tout ce que je vous ai donné ici, c'est la partie observable. Après, nous avons quelques soucis avec 2 découvertes majeures qui datent de la première moitié du XXe siècle. Et là aussi, on va être dans une mise en abîme. Première découverte, c'est l'expansion de l'univers. C'est que là, on a fait un peu du statique. On a fait l'état des lieux, une observation. On a à peu près le panorama, les distances, à peu près la structure, comment ça se passe. Vous vous souvenez du diagramme que je vous avais montré tout à l'heure de la lumière visible, donc le spectre, le soleil. Admettons qu'il a, parce qu'il a des composés chimiques particuliers, il a 2 raies noires qui seraient placées à ce niveau-là. S'il était dans une galaxie qui s'éloigne de nous, ces 2 mêmes raies, de ces 2 composés chimiques, seraient décalées vers le jaune, vers le rouge, pardon, glisserait vers la droite. Et si cette galaxie dans laquelle serait le Soleil partait encore plus loin de nous, s'éloignait encore plus vite, les raies seraient d'autant plus loin vers le rouge. Donc, quand on regarde les spectres par des prismes, ou ce qu'on appelle un réseau de certaines étoiles, on sait dire, par ce décalage, ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, on sait dire, c'est Hubble qui avait découvert ça, on sait dire la vitesse d'éloignement qu'a le corps qu'on observe par rapport à nous. Et en fait, ce décalage, il est à la lumière, ce que vous avez dans la vie de tous les jours quand une ambulance vous double. Vous savez, quand une ambulance vous double, vous avez un aspect aigu, assez strident quand l'ambulance s'approche de vous, et une fois qu'elle vous a dépassé et qu'elle s'éloigne, on est dans le registre de l'ondulation rouge, l'onde est beaucoup plus dilatée et vous avez un son qui part dans le son grave. Donc c'est l'effet Doppler qui est assez connu donc, au niveau sonore, mais qui est exactement ce qui a été observé par Hubble au niveau de la lumière. Et c'est ce phénomène-là qui nous permet de dire que l'univers est en train de vivre une expansion qui est en cours
qui va même grandissante en regardant les différents astres et leur vitesse relative. Une mauvaise interprétation avait vent au tout début, quand il y a eu cette analyse, c'est vous avez un pudding ou un cake, comme vous voulez, c'est toujours un but d'illustration. Vous avez fait votre pâte, vous avez mis vos raisins de Corinthe dedans, vous mettez tout ça au four, et donc avec la convection et la chaleur, la levure surtout, ça gonfle, et donc tous les grains, tous les raisins de Corinthe, qui étaient relativement tassés au début, on a fait un relevé, s'éloignent les uns des autres. On pourrait se dire, chacun regarde l'autre, on se dit tiens, on est en train de s'étendre. C'est une expansion. Si le cake c'est un univers, on est bien, un grain en regardant les autres pourrait bien dire tiens, il s'est passé quelque chose, notre milieu, l'univers, s'est agrandi. Est-ce que ça a un effet sur le temps? Non. La perception du temps. Enfin, dans la notion cosmologiste, on dit que c'est l'espace-temps. Donc l'expansion, ça joue sur l'espace-temps. On va le voir tout à l'heure. Ça peut bifurquer les rayons et ça peut altérer donc notre perception du temps. Oui, notre perception du temps. Mais là parce que il y a des déductions qui sont assez intrigantes quand on voit ça. C'est que l'erreur ici, quand on dit que l'expansion est liée à un phénomène un peu en mode de cuisson de ce cake, est fausse. Parce que, effectivement, chacun peut dire qu'il s'est éloigné des autres, mais tous peuvent se dire qu'ils se sont communément éloignés d'un centre. Oui, à peu près. Ça revient à ça. Et c'est, on va dire, notre appréciation classique d'une expansion. Or, c'est pas ça qu'on observe dans le ciel, c'est ce phénomène-là. C'est vous mettez des gommettes, bon, qui collent bien, parce que quand on gonfle le ballon, ça tient plus, mais imaginez où au marqueur, vous marquez les lettres ABCD sur un ballon de baudruche qui est au premier tiers de son gonflage, pas trop gonflé. Et vous continuez à gonfler le ballon après. Et bien, l'expansion de l'univers, l'analogie est beaucoup plus vraie avec ce phénomène-là. Parce que là, A, B, C et D, se regardant, se voient bien s'éloigner les uns des autres, mais aussi, exactement comme les raisins de Corinthe, sauf que là, aucun n'est capable de définir un centre d'expansion. Vous voyez, il faut imaginer que l'univers, ici, est contenu dans la peau du ballon, uniquement la peau du ballon. Tous les astres, tout ce qui fait l'univers est dans la peau, dans l'épaisseur, dans la peau du ballon. La dilatation que vous créez dans le ballon avec l'éloignement des marquages que vous avez fait dessus, effectivement, chaque lettre va dire « je me suis éloigné des autres », mais contrairement à la première analogie, on voit bien qu'ici, il n'y a pas de centre au niveau de la peau du ballon. Aucun peut dire « on s'est tous éloignés de ce point-là », on s'est tous éloignés de ce point-là. Vous comprenez? Tous les points du ballon se sont presque de manière homogène éloignés les uns des autres. Mais c'est très intriguant parce que ça veut dire que l'univers, tout le monde s'éloigne les uns des autres, mais il n'y a pas de centre. Donc ça, c'est une vision un peu plus schématique. Voilà la vision qui pourrait être classique, c'est-à-dire que des galaxies s'éloignent les unes des autres. Et vous voyez que derrière, le référentiel, ça veut dire que les carreaux ne se dilatent pas, ne bougent pas. C'est bien les galaxies qui ont un mouvement intrinsèque de déplacement les unes par rapport aux autres. Le vrai scénario, c'est celui d'en bas. C'est-à-dire que ce n'est pas les galaxies qui s'éloignent, mais si vous regardez bien, c'est le tissu qui est derrière, c'est les carreaux, c'est le référentiel qui est derrière, qui les éloigne les unes des autres, indirectement. Le référentiel qui est derrière, bon, c'est ce qu'on appelle communément l'espace-temps, c'est l'espace-temps qui se dilate, qui rend cette expansion visible au niveau des astres. Mais ce n'est pas les astres eux-mêmes qui s'éloignent tels des aimants. Donc là, ça rend les choses encore plus... Sachant que nous n'avons pas la cause de cette énergie. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est en œuvre dans l'énergie qui rend cette dynamique d'expansion palpable. Donc c'est une vision, bon, expansion, évidemment, vous partez, bon, on est à peu près à cet horizon-là, et donc vous avez un ensemble défini, c'est une vue tout à fait schématique, hein. Et donc l'expansion, c'est on garde la même chose, et on étend l'univers. Dans quoi? Peut-être pas forcément dans quelque chose, la peau du ballon, c'est toujours la peau du ballon,
On n'a pas rajouté du caoutchouc dans le ballon. C'est toujours la même peau, mais bon, se dilate. Donc la matière noire, on y arrivait tout à l'heure. La matière noire, pour aller un peu vite, c'est que la lumière, les photons sont déviés quand ils passent près d'objets extrêmement massifs. Le Soleil, par exemple, est suffisamment massif pour qu'un rayon de lumière qui viendrait d'une étoile qui est derrière lui, vous imaginez, bon, je vais le faire pour vous, le Soleil est ici, le caméscope est la Terre. Donc le caméscope cherche à recevoir la lumière qui vient d'une étoile derrière le Soleil. Et bien, ce rayon de lumière qui va passer près du Soleil, en passant près du Soleil, va être légèrement dévié. Vous voyez? Et ça, on l'a vu dans des éclipses. Des éclipses, c'était l'endroit idéal pour analyser ce phénomène. La Lune cachant le Soleil, mieux que ne saurait le faire une main. Les cosmologistes savaient très bien où était la planète Vénus, qui était à ce moment-là de l'autre côté du Soleil. Donc ils attendaient une information de la lumière de Vénus à un endroit très précis au moment de l'éclipse, et c'était légèrement décalé. Parce que Vénus était à ce moment-là très proche du Soleil, et le Soleil étant caché par la Lune, on a vu que Vénus était, la lumière de Vénus était très légèrement décalée, et que la trajectoire avait été déformée par la masse donc, du Soleil, quand même, qui est une masse conséquente. Et on a bien vu, c'est l'une des plus petites étoiles, enfin, il n'est pas dans les plus grosses étoiles. Donc, une fois qu'on sait que l'espace est courbé par les masses, car en fait, l'espace-temps est courbé, donc le rayon de lumière qui passe suit une trajectoire qui le dévie, ce qui est très fort, on ne saurait pas faire ça autrement, sauf avec des jeux d'optique. On peut faire l'analogie, c'est ce qu'on trouve souvent dans des simulations, avec, vous prenez une nappe que vous tenez à 4, et vous mettez bien tendue, et vous mettez une boule de pétanque au milieu, et vous envoyez une petite bille, et vous verrez la trajectoire que fait la bille. C'est exactement les mouvements de circonvolution que vous auriez avec un phénomène de corps très massif qui déformerait l'espace-temps. L'espace-temps serait votre nappe, ça déformerait. Si vous envoyez la bille sur cette nappe pour qu'elle rejoigne l'autre côté, vous verrez bien qu'elle n'aura pas une trajectoire rectiligne. Elle va être déformée avec la tendance d'aller rejoindre la boule de pétanque. Donc là, c'est une vision de, effectivement, donc la Terre, on s'attendrait à voir ça, et en fait on voit ça. En fait, vous avez une partie, ce qu'on appelle la matière noire, qui est calée entre la Terre et l'objet que vous voyez, et cette matière noire, qui est souvent extrêmement dense, va déformer les rayons de l'astre que vous étiez en train d'observer. Ça dépend de la distance, les parsecs, ça dépend de la distance, mais alors le problème c'est que ça les courbe, donc forcément vous allez recevoir le rayon de lumière, mais en fait tout à l'heure je vous faisais le scénario d'un rayon de lumière qui devait vous arriver, qui n'arrive pas, parce qu'il a été décalé. Mais pire, vous avez des rayons qui vous arrivent alors qu'ils n'auraient pas dû. Donc vous voyez des choses qui ne sont pas la réalité. Parce que le rayon qui arrive dans votre œil est un rayon qui en fait a pu être dévié. Voilà, un strabisme. Là, vous avez un ciel qu'on observe dans un télescope. C'est une simulation. On imagine qu'ils sont très très loin. On est en train d'observer, on va faire passer un corps de matière noire, donc qui n'émet pas de lumière, mais qui est extrêmement massif, proche un peu des trous noirs, mais on ne sait pas exactement de quelle matière ils sont composés. On sait qu'ils sont là, mais on ne sait pas quelle est leur nature. On sait juste qu'ils sont d'une telle masse qui déforme les rayons lumineux. Donc la simulation qui est faite ici vous fait passer un corps en matière noire entre tous ces astres et nous. C'est un peu comme quand vous regardez par le fond d'une bouteille. Le fond d'une bouteille en verre, ça vous fait ce phénomène de lenticulaire, ça allonge, ça aligne. Donc c'est un phénomène qui perturbe l'observation, parce que du coup, vous avez dans les objets observés, ici, vous ne le voyez pas, mais il y a de la matière noire face à nous. Et donc là, c'est l'inverse. On fait passer une galaxie
on fait passer une galaxie derrière cette masse noire qu'il y a ici. Et voilà la forme que prend la galaxie ou les galaxies. Pardon. Hop là. Parce qu'il faut vous imaginer que je vous passe ça en accéléré, mais nous on regarde à un moment donné. Donc la matière noire est... Voilà. Donc par exemple, là vous voyez ça, vous dites tiens, il y a une galaxie ou une étoile et une autre galaxie. Si je suis maintenant, j'observe, je me dis ah ouais, il faudrait que j'analyse le corps qui est là-bas, voir sa distance à l'autre, alors qu'on parle du même corps. C'est le même corps, c'est juste une galaxie qui est en train de passer derrière le corps noir, la matière noire. Il n'y a qu'une galaxie, même si vous voyez deux choses. Donc si on résume, malheureusement, les deux dernières notions qu'on vient de voir, donc cette énergie qu'on appelle énergie sombre, qui est liée à l'expansion de l'univers, on sait déduire que pour que l'univers s'étende avec cette dynamique, avec les 4 forces qu'on connaît, et la façon dont on appréhende l'univers physique, on sait que 73% de l'univers est expliqué en termes de masse et d'énergie par ce qui est mis en œuvre dans cette expansion de l'univers. À côté de ça, cet effet de la matière noire, enfin de la masse sombre, qui agit, on voit bien qu'il y a des phénomènes sur les photons, sur la trajectoire des photons qui perturbent, dont on sait capitaliser à peu près où elle se trouve, elle représente 23% là aussi du potentiel énergétique de l'univers. Quand vous faites les comptes, donc il reste dans le visible et dans le compris, il reste 4%. Donc nous avons en termes de bilan de composition chimique, de cartes célestes, de constellations, tout ce que vous voulez, tout ce qui est beau, on maîtrise tout, on maîtrise 4% de la compréhension. Pourquoi vous appelez ça l'énergie sombre? Ben, sombre, c'est... On ne la qualifie pas. Elle est souterraine. On pourrait dire une énergie, comment vous voudriez l'appeler? Invisible. Une énergie inexpliquée. Sombre, c'est souvent dans le sens où c'est sous-jacent. Ça agit sans qu'on en comprenne exactement les motifs, enfin les causes. Une énergie inexpliquée. Oui, une énergie inexpliquée. Et là, c'était juste pour vous ramener dans le... Oui, je parle trop au côté de l'écran qui n'a pas d'oreille. Juste pour vous ramener dans l'histoire du temps aussi. Vous avez peut-être eu cette analogie, elle est intéressante. Si l'univers, 13 milliards d'années, était ramené sur une année, l'histoire de l'univers, disons 15 milliards d'années sur une année, nous avons donc le Big Bang. Si on pense que c'est l'instant créateur, on pense que c'est au 1er janvier à 0h. Vous avez la disparition des dinosaures vers le 30 décembre, donc vraiment à la toute fin de l'année. Vous voyez tout ce qu'il a fallu pour arriver à l'humanité. L'Homo sapiens, Lascaux, on est à 23h40, juste avant de sortir la bûche. Oui, le réveillon. Non mais c'est assez impressionnant parce que du coup, je crois que c'est la naissance du Christ, voilà. 5 secondes avant la fin de l'année. Donc, il était temps. Oui, mais c'était vrai. Après, je laisse les théologiens, les philosophes. Abraham a eu Isaac à 99 Oui. ans. C'est Non, mais il y a un livre complet à écrire là-dessus. Parce que ça veut dire que l'humanité, avec toute la valeur qu'on lui porte, c'est une gestation de 13 milliards d'années. 13 milliards d'années pour arriver à notre... alors une autre chose étonnante aussi, c'est qu'on maîtrise par exemple l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire dans l'univers, elle a mis énormément de temps à arriver, à aboutir, depuis le Big Bang. Et nous, comme ça, enfin, il fallait quand même un certain temps d'humanité, mais quand on voit qu'on fait les 5 dernières secondes, enfin pas 5 dernières secondes, parce que voilà, les 3h40, les 20 dernières minutes. Les 20 dernières minutes de l'année, c'est en gros l'humain, le temps humain. En 20 minutes, on a fait beaucoup de Et parfois je fais l'analogie inverse entre le temps d'une vie humaine, promise à l'éternité. Si on prend ne serait-ce que cette considération, c'est un peu radical de le prendre au niveau mathématique, mais considérer l'éternité, c'est reconnaître que notre vie terrestre est infiniment courte. Infiniment courte. Donc il est temps d'agir.
Tu ne peux pas remettre à demain la conversion. Non, non, mais c'est un peu, je trouve, ça fait un peu de symétrique avec cette humanité qui est venue dans les 20 dernières secondes de 13 milliards d'années, enfin d'une année. Conclusion sur la première partie. Ouais, il reste encore une deuxième partie. Bon, je vous fais le résumé rapidement. Donc le temps, voilà, l'humanité c'est les 20 dernières secondes, 5 dernières secondes j'ai mis. Ah tiens, non, j'ai ramené l'humanité à la période du Nouveau Testament, c'est un peu court quand même. Mais bon, 5 dernières secondes, on m'a dit que c'était la naissance du Christ. Voilà, naissance du Christ, 5 dernières secondes, donc il faudra que je corrige ça. Et une vie humaine, c'est 1/10 de seconde. Sur une année. Si l'univers est un an, c'est un flash. Et l'espace, nous sommes donc une planète de 13 000 km, vaillante, de diamètre, qui se porte bien, mais qui, voilà, dans un univers qui fait 27 milliards d'années-lumière de diamètre. Donc je vous ai mis les zéros pour la joie de le voir. Et au niveau de notre connaissance, quand on pense que certains pensaient au début que nous étions le centre de l'univers, l'humilité faisant, nous connaissons 4% de l'univers. Voilà. Je redécris rapidement un peu le processus de création des étoiles, parce que vous allez voir quand leur cœur, et c'est pas qu'une image, il y a quelque chose d'assez beau qui est lié à notre humanité. Donc, au tout début, vous avez un nuage difforme, moléculaire, une grosse soupe, un peu d'ingrédients, qui n'a pas vraiment d'avenir, et qui va être assez froid. À certains moments, il va y avoir des conditions thermiques qui vont faire qu'il va y avoir une condensation locale qui va pouvoir se faire, et qui va créer donc une nébulosité qui est assez dense, et qui est grosso modo l'élément le plus chargé qu'on a dans l'univers, qui est l'hydrogène. Donc c'est une masse, on va dire que c'est un écrin où va pouvoir apparaître la possibilité d'une étoile. Donc là, vous avez un nuage très diffus dans lequel naissent des étoiles. Donc là, je vous le montre parce qu'il est quand même très beau, celui-là. C'est donc toujours dans la constellation d'Orion. Vous vous souvenez, tout au début avec la forêt, donc on reconnaît les 3 étoiles alignées, ce qu'on appelle le baudrier d'Orion, et ces 4 étoiles. Donc Bételgeuse, ici, qui est la très très grosse. Si vous l'allez regarder, vous serez peut-être ceux qui avertiront l'Institut international d'astronomie. Ça y est, elle est morte, elle explose. Quand elle explosera, ça se verra. Ça se verra. On entendra parler d'une supernova, et on la verra. Certaines étoiles qui explosent se voient le jour. On voit, il faut regarder la bonne zone, mais on voit un point brillant, tellement la luminosité est forte. Donc là, le travail a été assez bien fait. C'est une agglomération de photos au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans le ciel. On va viser ce point-là, qui s'appelle la nébuleuse d'Orion, M42, donc, qui a été découverte par Messier et, avec son petit numéro, M42. Il avait fait un recensement de tous les gros amas stellaires. Et vous verrez que dedans, on atteint donc cette zone où il y a typiquement, c'est une pouponnière d'étoiles. C'est là que vraiment lieu des naissances d'étoiles, actuellement. 1500 années-lumière. Voilà, donc avec un décalage de 1500 ans. Elle se voit aux jumelles ou avec un petit télescope, dans cet état-là, actuellement. Une légère tache rosacée, la nébuleuse d'Orion. Aussi connue, ici vous avez la nébuleuse de la tête de cheval, qui est ici. Et voilà, donc ça c'est des photos d'astronomie telles qu'on avait dans les années 80. Et là on va profiter de la richesse des photos qu'on a par le télescope Hubble, qui est en orbite. Donc vous voyez, donc c'est très nébuleux, c'est comme un écrin qui est chargé avec des gaz de différentes compositions, différentes densités, avec différentes conditions thermiques. Et au centre, donc les 4 que vous voyez sont des étoiles, là aussi entre guillemets, toutes récentes.
vous avez les étoiles extrêmement jeunes qui sont ici, donc qui naissent vraiment au milieu. Comment on pourrait dire, l'analogie n'est pas forcément très bonne, mais c'est comme une soupe qui finit par épaissir. La densité devient plus forte et vous avez vraiment l'aspect grumeau. Et sur une étoile, le grumeau, c'est une concentration de matière qui va arriver à un point qu'un équilibre entre pression et gravité, on va commencer à émettre et avoir la lumière. Voilà, suite à un événement externe qu'on peut avoir lié à une étoile qui a explosé pas loin, etc. On peut avoir à ce moment-là un phénomène, souvent dans la physique, il faut un phénomène extérieur, un phénomène cause, une cause qui crée l'évolution et le passage à un état supplémentaire. Là, typiquement, il faut qu'il y ait un événement un peu extérieur qui se passe dans l'environnement, qui provoque la création des étoiles dans cette pouponnière. Donc ici, un autre exemple de nuage dans lequel vous avez les formations d'étoiles, c'est la nébuleuse de l'Aigle, donc Messier, une de ses premières découvertes, c'est dans l'hémisphère sud, dans la constellation donc, de l'Aigle. Et vous voyez, donc, elle a une forme assez caractéristique. Et là aussi, vous voyez bien, ouais, voilà, je l'ai remise là. Donc voilà la nébuleuse, déjà avec un très très bon télescope. Ici, donc, avec des télescopes terrestres, je pense de la CIA là aussi, un peu plus gros. Donc là, vous êtes, et je me représente, effectivement, oui, on est dans la corniche, celle du centre, ici. Donc il faut arriver ici pour avoir la partie vraiment haute de cette partie nébuleuse. Donc là, on passe par avec le télescope Hubble. Et enfin, dans cette petite excroissance que vous avez ici, vous zoomez et vous arrivez au diamètre du système solaire. Ah oui. Du système solaire, donc Neptune, Uranus, voilà. Vraiment. Donc nous, on est perdu là-dedans, certainement, avec Jupiter et compagnie. On fait notre vie ensemble ici, mais voilà. On reste extrêmement minuscule par rapport, enfin, vous voyez, c'est même pas inimaginable de représenter ce système solaire dans cette vue. Pour vous donner la notion d'immensité, même quand on voit ces formes dont on pourrait penser qu'elles ont des tailles relativement, même si importantes, qu'on puisse les assimiler, mais vous voyez, c'est gigantesque. C'est une vue encore plus... Voilà. Et là, je pense que vous savez, les télescopes parfois prennent avec plusieurs longueurs d'onde. Ça permet d'avoir un travail plus fin et on réassocie les différentes... Avant, c'était des verres, mais différentes longueurs d'onde pour avoir une vue plus en relief. Voilà, le système solaire, ici, là-dedans. Donc, c'est là-dedans que se forment des étoiles. Donc, la naissance des étoiles... On va se condenser au fur et à mesure, et quand on se condense, donc on crée une concentration d'énergie, et on va avoir donc un échauffement, et avec l'échauffement, c'est comme les infrarouges et les micro-ondes, on va commencer à émettre, et c'est le début de la vie de l'étoile avec son mode d'émission qui va commencer à se faire. Donc les étoiles se forment, la mécanique de l'étoile, c'est que l'hydrogène qui est environnant, elle va faire comme une centrale nucléaire, par phénomène de fusion, elle va fusionner l'hydrogène pour le transformer en hélium. Donc ça va créer, comme toute fusion nucléaire, une diffusion d'énergie des sorties de photons. Et vous avez ensuite, avec cet exercice-là, vous allez créer une densité de plus en plus forte au point de faire arriver la notion de gravité. La gravité, vous ne l'aviez pas au début, vous étiez tellement diffus, la densité aidant, vous avez la gravité qui va s'installer. Et là, vous avez un mécanisme qui va finir par s'équilibrer entre le mode échauffement et donc, on va dire, mise en pression, comme une cocotte minute, où vous voulez partir vers l'extérieur, et le mode gravité qui, lui, va dans l'autre sens. Je crois que j'ai dû le mettre derrière. Voilà. Vous voyez, à un certain moment, l'étoile va rentrer, ce qu'on appelle un équilibre hydrodynamique, entre l'effet de la gravitation, qui, lui, avec la densité, la masse, tend aller vers le centre, et l'effet de la pression du gaz avec les transformations qui se font en interne de l'étoile. Et donc vous avez un équilibre entre ces deux forces un peu antagonistes, et l'étoile va rester pendant des années et des années dans ce mode-là, à brûler son hydrogène et à se préparer en hélium.
Donc là, vous avez un amas qui est très connu, qui est l'amas des Pléiades, dans la constellation du Taureau. On voit très bien en été, et qui aux jumelles est très beau. Déjà, aux jumelles, c'est à peu près cette vision-là que vous aurez. C'est un amas de jeunes étoiles, toujours avec le jeune entre guillemets. Bon, et là, c'est plus pour vous donner au niveau cosmologiste ce qui peut arriver pour une étoile. L'étoile passera toujours par ce qu'on a vu tout à l'heure, en fin de vie, par le stade géante rouge. Donc quand elle arrive en fin de vie, qu'elle n'a plus assez d'hydrogène à consommer, un petit peu comme si elle voulait aller en chercher un peu ailleurs, elle va rentrer dans un mode d'élargissement, de grossissement, et en fonction de la masse qu'elle avait initialement, elle va partir dans deux types de fins de vie possibles. Soit une nébuleuse planétaire, donc elle ne fera pas beaucoup de bruit, donc elle va s'étendre et puis elle va finir en naine blanche, une petite étoile un peu insignifiante. Soit, si elle était vraiment grosse au départ, elle va passer donc par le stade supernova, donc une explosion. Donc là, elle va vraiment faire une explosion. C'est quasiment une implosion. C'est-à-dire elle va imploser sur elle-même. Et là, vous aurez soit à la fin une étoile à neutrons ou pulsar qui aura comme un petit cœur qui bat encore un résidu de vie, soit un trou noir, parce que l'implosion aura été à un niveau tel que vous rentrerez dans un niveau de densité qui fait que, je ne sais pas si j'ai mis là, un trou noir, vous pouvez ramener le Soleil dans 3 cm. Un trou noir, c'est si dense que vous prenez le Soleil 100 fois la taille de la Terre, en diamètre, et vous le ramenez dans une boule de 3 cm. Donc, c'est un effet entonnoir qui vous donne un peu l'idée de ce qu'est la densité d'un trou noir. Donc là, c'est typiquement donc, ce qu'on a pour des nébuleuses planétaires, donc des petites étoiles entre guillemets. Une fois qu'elles sont mortes, qu'elles ont fini leur vie, donc elles se sont agrandies, puis finalement il est resté le cœur, vous voyez au centre. Le cœur, il reste comme une sorte de pelure, une sorte d'écorce, un écho de ce qu'était l'étoile avant, et il reste le cœur qui est encore légèrement émettant. Mais voilà, donc on appelle des naines blanches ou des nébuleuses planétaires. Là vous en avez une. Donc si vous regardez le tableau de Van Gogh, vous verrez que dans certaines peintures où il avait plusieurs couleurs, c'est frappant, mais ça, voilà, en dynamique, ce que ça représente. C'est-à-dire que ça a beau être un vestige d'étoile, c'est comme un écho, c'est comme quand vous avez une explosion, il reste voilà, l'écho qui va se disperser, qui va faire peut-être une onde de choc un peu dans le voisinage, et la naine, enfin le cœur de l'étoile qui est resté au centre. Donc le stade géante rouge, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez vu Betelgeuse, on pouvait quasiment mettre le système, je l'ai remis là, l'orbite de la Terre dedans. Le Soleil, on pense qu'au stade géante rouge, qui est sa finalité, dans 5 milliards d'années, il va grossir. Vous voyez où est la Terre. Donc il aura englobé Mercure et Vénus. Et donc je pense qu'au niveau de la météo, ce ne sera pas forcément très bon. Oui. Là, je passe aux étoiles qui sont beaucoup plus grosses que le Soleil, à peu près 6 fois le Soleil. Et là, c'est là que c'est passionnant. Enfin, je trouve que c'est assez passionnant dans l'histoire de l'univers. C'est que la température, à ce moment-là, va s'élever à des niveaux tels que l'étoile va se préoccuper de pouvoir, enfin, va être en capacité de créer des composés chimiques qui n'existaient pas jusqu'alors, notamment le fer. Donc vous voyez, une étoile, en fait, c'est comme un oignon. Vous avez donc l'hydrogène qui est transformé en hélium, l'hélium en carbone-oxygène. Le carbone, ensuite, on arrive au néon, manganèse. L'oxygène qu'on avait fait ici, lui, il part en silicium et soufre, et on arrive au fer. Qu'est-ce qu'on veut dire là? C'est que plus on va au fond d'une étoile, plus c'est dense, et plus on fait des matériaux lourds. Le fer est fait au cœur d'une étoile, c'est le composé principal du sang. Donc c'est quand même intéressant de se dire que sans le cœur des étoiles, sans ce qui se fait exactement au centre de ces nous n'aurions pas ce composé fondamental de la vie. Et là où je voulais... Alors là, c'est peut-être une supernova que je vous présente, le phénomène supernova, je pense.
Donc c'est simulé, hein, forcément, mais c'est à peu près ce qu'on voit quand il y aura l'explosion de la... Alors normalement, il devrait partir d'une étoile rouge, mais bon, ça a été représenté. C'est une explosion, une implosion. Voilà, là vous avez une supernova telle qu'elle a été observée en 1054 par les Chinois. Enfin, observée. En 1054, les Chinois ont observé l'explosion de l'étoile, donc elle se voyait en plein jour. On le voit dans leur registre. Les astronomes chinois avaient noté cette observation. Et voilà ce qu'il en reste de nos jours. Vous voyez, 1000 ans, un peu moins de 1000 ans après, on est avec ce résidu, finalement, un peu ce cadavre de l'étoile après son explosion. Donc une supernova, par exemple. Et il y en a eu une en février 87 dans le nuage de Magellan. C'est l'étoile peu de temps avant et l'étoile après. Et maintenant, je ne sais pas exactement comment... Il faudrait regarder les vues qu'on a de nos jours. Ça n'a pas dû évoluer beaucoup. Enfin, elle s'est éteinte maintenant. Elle est devenue aussi faible que celle-là. Mais nous, on ne voit pas. Mais pendant quelques jours, on a eu cet éclat-là. Et là, est-ce que j'ai gardé la distance? Non, je n'ai pas gardé. Bon, j'aurais pu mettre la distance. Oui, alors, j'ai les supernovas. Le phénomène d'implosion, donc il est extrêmement rapide. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on va arriver à des réactions de fusion qui sont encore plus fortes que celles qu'on a dans une étoile normale. C'est-à-dire au moment même de la supernova, donc qui dure quelques jours dans le temps d'une étoile, au moment même de la supernova, de l'implosion sur elle-même, va se créer un bilan des forces tellement important que vous allez aller au-delà du fer. Dans une étoile normale, vous allez jusqu'au fer maximum. Or, nos composés chimiques, dans nos acides aminés, nous avons des composés qui sont bien plus lourds. Dans le tableau de Mendeleïev, le tableau des éléments chimiques, tout ce qui est... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait citer? Est-ce que vous avez des éléments? J'en ai pas en tête. Il faudra reprendre le tableau, mais vous avez des éléments qui sont dans nos composés donc acides aminés, qui sont au-delà du fer et qui ne sont composés, qui ne sont fabriqués que lors de mort d'étoiles, d'explosion d'étoiles. Donc il faut que des étoiles implosent sur elles-mêmes pour nous donner tous ces éléments qui ont suivi le fer. Donc il y a une sorte de d'image de cette mort d'étoile qui est nécessaire pour arriver à des éléments qui nous sont vitaux maintenant, qui ne se trouvent pas comme ça dans les quatre coins de l'univers. Donc tous les éléments, Hubert Reeves l'a très bien dit ça, avec cette fameuse phrase nous sommes des poussières d'étoiles. C'est exactement ça, c'est que après il faudrait repasser, il faudrait que vous fassiez venir un biologiste ou un Yves Coppens, mais après il faut passer dans le registre de l'évolution au niveau du système solaire, de la Terre et de l'arrivée de la vie, parce que c'est là qu'il faudrait prendre le relais suite à cette présentation, mais là on a fait tout ce qu'il fallait pour mettre dans le laboratoire ce qui pouvait permettre la vie. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des phénomènes extrêmement violents, extrêmement courts à l'échelle de l'univers, qui passent par ce qu'on pourrait appeler un qualificatif de mort d'étoile, pour nous amener des éléments qui sont actuellement indispensables pour la vie. Et donc effectivement, ces explosions n'arrêtent pas d'avoir lieu, le fer ne disparaît plus. Donc l'univers est en lui-même, si on fait le cumul, une grande machine à fabrication de fer, d'éléments lourds. Donc progressivement, l'univers se charge en éléments lourds. Les cadavres d'étoiles. Donc ça, bon, c'était pour vous dire qu'après, on peut arriver sur un phénomène trou noir, quand on est extrêmement dense. Après la mort d'une étoile, vous pouvez arriver à un corps qui subsiste. Je crois que c'est là que je l'ai mis, la comparaison. Voilà. Un soleil, dans sa masse actuelle, pour qu'il soit l'équivalent en densité d'un trou noir, il faudrait mettre tout son volume ramené dans une sphère de 3 cm. Vous auriez un trou noir dans la main. Enfin, vous auriez la capacité en densité d'un trou noir. Sachant que le trou noir, on l'appelle comme ça, vous l'avez sans doute, cette notion, c'est qu'il est tellement dense, sa force de gravité est tellement forte, que même la lumière qu'il émet ne peut pas partir, ne peut pas s'extraire, partir de lui. Donc qui dit ne pas pouvoir libérer la lumière, n'est pas visible de l'extérieur. Donc c'est une vue un peu schématique, elle est à mon avis un peu... Bon,
un peu trop illustrative, c'est le phénomène d'un trou noir qui passe dans un environnement nébulaire. Donc lui n'aimait pas, mais il attire. On voit des étoiles qui sont actuellement déformées, détruites par un trou noir à proximité. C'est comme un puits, c'est le phénomène d'un puits. Donc en synthèse, je serais presque dans les... Oui. En synthèse, on a donc un univers dont finalement il faut avoir une connaissance qui est quand même assez limitée. On a des moyens de plus en plus sophistiqués, mais le bilan, c'est que vraiment comprendre les causes et effets, on a la capacité d'expliquer que 4% de l'univers. Il y a 2 importantes découvertes qui n'ont pas encore eu leur cause de déterminer. Donc c'est l'expansion de l'univers et cette matière noire qui a des effets d'optique. Malgré cela, nous voyons que dans l'histoire des étoiles, c'est dans ces étoiles que nous arrivons à former des éléments chimiques, et souvent dans des morts d'étoiles extrêmement fugaces, qu'on arrive à des éléments chimiques qui, a posteriori, dans ces 20 dernières secondes de l'année que représente l'univers, ont servi à créer la biologie, enfin à favoriser la biologie et l'émergence de la vie. Donc ça, je le mets parce que j'utilise pas mal ces présentations à juste titre en pastoral. Donc effectivement, toute cette mise en situation, elle est là, a fortiori aujourd'hui, pour essayer de voir si effectivement on a bien cette conscience que quand on observe cette création dans cet état, on arrive vite à des idées de pourquoi tout cela plus que rien, pourquoi autant de temps pour arriver à cette complexité et donc toute la capacité dans tous les registres qu'a l'homme. Voilà, ça pose question. Ça pose question de notre présence en bout de chaîne. Après tant de temps de réalisation de l'univers, 13 milliards d'années, c'est ne serait-ce que pour un historien, c'est même pas représentable. Et donc ce vertige, c'est souvent pour les jeunes que je le termine ci par ça, donc c'est pour vous également. Ce jeu de lumière, vous l'avez vu, je l'ai pris venant de l'univers, et au bout de la chaîne, ce qui est amusant, c'est que cette humanité, donc, elle a cette capacité de renvoyer donc une forme de constellation. Donc pour ceux qui voient ce que ça représente, cette constellation d'étoiles, qui n'en est pas une, qui est juste un extrait de notre propre lumière. Voilà. Mais c'est exactement ce que observe un astronome qui met 4 doigts ou 3 doigts au fin fond de l'univers. Il voit ça de la Terre quand il observe la face. Si, il a des yeux. Oui, ça aussi.